Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc c'est notre première table ronde organisée dans le cadre donc, de ces rencontres nationales des bibliothécaires musicaux. Il y en aura deux autres, une à 14 heures qui posera la question suivante: pourquoi sauvegarder son patrimoine musical local? Et une autre demain à 14 heures: comment identifier et faire vivre un patrimoine musical aujourd'hui? Alors, pour cette première table ronde, la question que nous allons nous poser avec nos trois intervenants est la suivante, c'est quelle collection conserver, quelle collection musicale conserver en bibliothèque? Donc, avec nous, nous avons Pierre Pichon, qui travaille à la Bibliothèque nationale de France, Christophe Libouban, qui travaille à la bibliothèque Buffon de la ville, une bibliothèque de la ville de Paris, et Laurent Cousy, qui travaille à la bibliothèque Mériadec, donc qui fait partie du réseau des bibliothèques de Bordeaux. Donc on va en fait organiser ce temps d'échange en trois parties. La première, ça sera une première introduction sur... en fait, chaque intervenant va se présenter, va un petit peu parler de ses missions et aussi des établissements où il travaille. La deuxième partie, ça va être plus les réalisations qu'ils ont faites très récemment, voire qui sont en cours de réalisation dans leur établissement. Et puis ensuite, on va ouvrir un petit peu la troisième partie avec les orientations futures dans le plus ou moins long terme. Que vous dire de plus? Vous êtes invités à poser toutes vos questions très rapidement, c'est-à-dire après la présentation. Dès que vous avez une question, n'hésitez pas à faire un petit signe en levant la main. Nous avons Karl qui va gentiment vous donner un micro. Donc voilà, n'hésitez pas. L'idée, c'est quand même d'avoir un échange avec vous, que tout le monde puisse parler aussi de son établissement et qu'on puisse avoir une réflexion commune sur ces questions, sur les collections musicales. Et maintenant, je vais laisser la parole à Pierre Pichon. Et pareil, on va se tutoyer. En fait, comme on a préparé cette table ronde, on s'est mis à se tutoyer. Voilà, du coup, on va se tutoyer pour votre information. Ne soyez pas surpris. Et voilà, Pierre, c'est à toi. Okay, merci beaucoup Céline. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus nous voir, venus nous rendre visite. Donc voilà, j'ai en charge le dépôt légal des phonogrammes à la Bibliothèque nationale de France depuis 1998. À la Bibliothèque nationale de France, au service son du département SVM, son vidéo multimédia, qui prend la suite. Voilà, ça, je reviendrai un peu plus tard d'autres appellations. Précédemment, avant d'occuper ce poste, j'ai encadré le récollement des collections de la Phonothèque, donc l'établissement qui précédait le département SVM, donc sur l'ancien site de Richelieu, rue Louvois. Donc c'était déjà une première appropriation des collections qui étaient conservées dans notre établissement. L'organisation de l'équipe du dépôt légal, c'est une équipe de 10 personnes. Donc évidemment que je ne suis pas seul à travailler sur cette fonction. Et nous avons en charge les entrées du dépôt légal, mais aussi des dons et des acquisitions qui sont faites au département. Le tout sous la responsabilité de Fabrice Menotto, le chef de service, que vous aurez l'occasion d'entendre cet après-midi sur la seconde table ronde. Donc le dépôt légal, tel que nous le concevons aujourd'hui, il est loin de l'idée de censure et d'autorisation légale qui était sa première fonction. Mais là, on est bien dans un souci de collecte, si possible exhaustive, et qui doit être le reflet de la richesse et de la diversité de la production. Donc c'est vraiment dans cet esprit que l'on travaille, sans idée de sélection, ni de tri, ni de choix sur ce qui mérite d'être conservé ou non. On est là vraiment pour
tendre autant que possible à être le reflet de la diversité, encore une fois. Donc, au sein de cette équipe, il y a un encadrant opérationnel, Cyrian Logereau, qui a en charge de répartir les tâches au niveau des entrées, et Catherine Lamar, avec qui je partage la veille éditoriale et la collecte du dépôt légal. Donc on s'est réparti un peu les tâches de façon à ne pas doublonner, même si on travaille sur le même aspect des choses, mais Catherine a plus le contact avec les labels indépendants et les autoproduits, alors que pour ce qui est de mon côté, je serai plus sur les plus grosses structures, les majors, et puis les représentants de l'industrie du disque et les représentants institutionnels. Cela dit, voilà, ce sont des vases qui communiquent. Hein, et lorsque, il y a une dizaine de jours, nous avons reçu la FELIN, la Fédération des labels indépendants, nous les avons accueillis à deux, avec Emmanuel Aziza également, pour les recevoir de concert. Donc c'est vraiment un travail collectif que l'on mène pour collecter et archiver la production. Alors, je vous le disais, depuis 1998, donc ça fait un temps relativement long maintenant. Pour autant, ça n'a pas été 27 années à faire exactement la même chose. Il ne vous aura pas échappé que depuis le tournant du siècle, il y a eu quand même de nombreuses mutations technologiques, notamment, mais aussi sociétales. Et donc, on a accompagné ces mutations autant que possible, là aussi, en étant au plus près de ce que nous pouvions percevoir. Je voudrais prendre juste deux points à mettre en exergue qui, pour moi, ont fondamentalement modifié la donne. C'est j'invente rien là-dedans, mais l'apparition d'Internet, et plus que son apparition, c'est sa démocratisation, le fait que ça a investi la vie de tout un chacun et des milieux professionnels dans tout un tas de secteurs, et notamment dans celui de la musique, et le développement de la téléphonie mobile, hein, qui a engendré aussi là, de nouveaux comportements qui n'existaient pas précédemment. Donc, l'industrie du disque s'est adaptée à ces mutations, et le dépôt légal essaye d'en être le reflet. Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la seconde partie pour préciser un peu les choses. Bonjour à tous, merci à la CIM et à la BNF pour cette invitation. Donc moi je m'appelle Christophe Libouban, je suis responsable de l'espace musique et cinéma de la bibliothèque Buffon, qui est une bibliothèque qui appartient au réseau des bibliothèques de la ville de Paris depuis 2017. Et à ce titre notamment évidemment responsable des collections musique et de leur suivi. Moi, j'ai un parcours de discothécaire de formation depuis 1993. Donc, j'ai eu un parcours avant de rejoindre la ville de Paris en bibliothèque territoriale. Et j'ai travaillé dans des bibliothèques qui ne fonctionnaient pas en réseau, contrairement à ce que je connais actuellement avec la ville de Paris. Donc pour rebondir un petit peu sur ce que vous a présenté Pierre avant, moi j'ai aussi évidemment connu l'âge d'or du support CD dans les années 90-2000. Les nouvelles contraintes et les autres perspectives qui se sont ouvertes, et notamment cette évolution du métier qui s'est accélérée ces dernières années. Ce nouveau modèle économique depuis une quinzaine d'années avec l'arrivée d'Internet, les musiques en ligne et le streaming. Donc parallèlement aussi, j'ai vécu à côté de ces questionnements sur les collections et de leur évolution, la montée des nouveaux services en matière de valorisation, d'animation, d'action culturelle. Et plus récemment, dans la bibliothèque où je travaille, ainsi que sur plusieurs bibliothèques du réseau parisien, de nouveaux services comme le prêt d'instruments de musique. Enfin, quand je dis nouveau, ça a commencé déjà il y a quelques années. Et
évidemment aussi cette chronologie compliquée des questions de désherbage et de conservation. Pour vous présenter rapidement la bibliothèque Buffon et le réseau de Paris, donc l'espace musique et cinéma de Buffon, c'est un des 5 pôles du musique du réseau. En ce qui concerne les collections musique, nous proposons des CD, des méthodes musicales et partitions, pour ça que nous sommes aussi pôle musique, des livres, des instruments de musique, encore quelques DVD de musique, mais ça, on pourra en reparler plus tard. Chez nous, il n'y a pas de vinyle, mais c'est le cas sur un certain nombre de bibliothèques du réseau. Le réseau des bibliothèques de la ville de Paris, en termes de musique, c'est à peu près encore, on va dire, une 30 établissements qui proposent de la musique à des échelles différentes et dont une réserve centrale importante. Et la MMP, Médiathèque musicale de Paris, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est un peu, on va dire, la maison mère en ce qui concerne notre réseau. Buffon, là-dedans, c'est un établissement de taille moyenne. Nous sommes 4 agents à y travailler, dont moi. Et j'ai une collègue qui est plus spécialement dédiée sur les collections cinéma, puisque nous sommes espace musique et cinéma. Quand je suis arrivé, c'était espace musique, mais on m'a aussi confié ces collections cinéma. Et c'était aussi, on y reviendra peut-être, une démarche aussi, une façon, puisque nous avons fait des réaménagements. Et moi, j'ai insisté pour que les collections soient regroupées. Notre politique documentaire, très rapidement, à ce jour, elle est encore très généraliste. On n'a pas de spécialisation musicale marquée à Buffon. On essaie de couvrir tous les genres musicaux, à l'image de la majorité des établissements du réseau parisien. On essaie de garder toutefois là-dedans une ouverture vers des musiques moins grand public, à côté des références incontournables, notamment à Buffon en ce qui concerne les... J'aime pas du tout le terme, mais les mal nommés, je dirais, inclassables. Donc on a aussi, comme c'est le cas dans d'autres bibliothèques du réseau, certains titres que nous sommes les seuls à avoir sur le réseau, mais on ne peut pas parler, en ce qui nous concerne, de fonds spécialisés. Voilà. Il y a quelques chiffres qui défilent derrière. Donc, à l'instar du réseau parisien, les prêts de documents musique de Buffon sont en forte baisse. De toute façon, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, une baisse qui est constante depuis 10 ans. Vous pouvez le voir éventuellement sur les chiffres, voilà, précédés entre 2018 et 2023, moins 40%, moins 30% pour les méthodes et partitions. Ce qui nous donne un taux de rotation musique globale de 0,8 sur l'établissement. Sachant qu'en plus, on a connu une fermeture importante pour travaux entre juin 2024 et, en ce qui concerne la musique, février 2025, donc récemment. Ça n'a pas aidé non plus. Très rapidement aussi, un constat qu'on retrouve sur le réseau aussi, d'âge médian du public en hausse. La majorité de notre public est au-dessus de 50 ans maintenant. Et à côté, pour le cherry on the cake, une baisse du budget qui est pour les CD de moins 25% entre 2021 et 2024. Du côté du réseau, très rapidement, préciser que l'accès au phonogramme est encore payant sur le réseau des bibliothèques de la ville de Paris, puisqu'il vous faut débourser 30,50 €, sauf en cas de gratuité, et pour les moins de 18 ans. Pour ceux qui veulent emprunter des vidéos en plus, c'est encore 61 €, inclus les 30,50 €. Les instruments et prêts d'imprimer sont... Enfin, le prêt d'instruments de musique qui est d'imprimé, méthode partition, lui, est gratuit. Peut-être continuer sur les chiffres ou un peu plus tard. Voilà.
Donc voilà, un établissement type. Et sur les évolutions, on va y revenir très rapidement parce que, évidemment, on est tout à fait concerné. Bonjour. Donc Laurent Cousy, je suis actuellement chargé de la Poldoc à la bibliothèque de Bordeaux, donc sur le réseau. J'ai commencé ma carrière dans le Val-de-Marne à Champigny, où je travaille en bibliothèque de quartier. Alors au début à la fois en section adulte et jeunesse, puis uniquement en adulte. Ensuite, je me suis occupé également de l'administration système et de la base de données. J'ai rejoint la BM de Bordeaux en 2006, donc d'abord comme responsable de l'équipe littérature. Ensuite, en 2008, j'ai créé l'espace Art et Images. C'est à cette occasion-là que je me suis un petit peu occupé de musique, parce que je ne suis pas du tout discothécaire de formation, puisque le service Art et Images que j'avais créé donc, a été fusionné avec le service musique de l'époque. Finalement, on a reséparé les deux centres plus tard. Et puis voilà, j'ai quitté le service Art et Images en 2017, et depuis, donc, je suis chargé de la politique documentaire. Donc, je vous ai mis quelques chiffres sur le réseau de Bordeaux pour que vous fassiez une idée. Tout d'abord, c'est une bibliothèque classée. Donc, on a une grande centrale, 9 bibliothèques de quartier, un bibliodus, et depuis cette année, on a commencé à ouvrir des points lecture également. Alors, dans ces points lecture, il n'y a pas de collection musicale. J'ai noté aussi, c'est important pour la suite, que la musique ne fait pas partie de nos axes de conservation. Vous pouvez le voir, on a sur 1,2 million de documents, on a un petit peu moins de la moitié qui sont des documents qui font partie des services de lecture publique. Donc là, c'est du patrimoine, de la conservation. Voilà. Vous avez quelques chiffres sur le réseau. Alors, si je comprends bien, c'est à peu près la même chose que pour Paris. Les disques représentent environ 13% des documents de l'ensemble du réseau. On a 86 000 phonogrammes actuellement. Si on rajoute l'ensemble des collections musicales, on arrive à un peu moins de 100 000 documents. Donc vous voyez que les disques sont quand même l'écrasante majorité de nos collections. On commence à prêter des vinyles depuis 2021 ou 2022. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, nos prêts sont en hausse, nos inscriptions aussi. Et chose intéressante, donc en 2024, les prêts de disques ont légèrement augmenté également. Ah oui, ça fait plaisir. Voilà, donc pour ce qui est de mon rôle, alors ce qu'on peut noter, c'est qu'à la bibliothèque de Bordeaux, donc, nous avons un service dont je fais partie, qui est le service développement des collections, donc, qui s'occupe de l'ensemble des collections, de leur acquisition jusqu'à leur désherbage. Donc on a à la fois la réception, le catalogage, le traitement des documents, donc le chargé de la Poldoc, qui a une fonction essentiellement de coordination. On n'a pas encore une politique documentaire intégrée à la bibliothèque de Bordeaux. C'est encore en chantier, quoi, vraiment. Et puis, chose intéressante aussi, nous avons un service dit de réorientation, donc qui s'occupe de récupérer tous les documents qui sont désherbés sur l'ensemble du réseau, pour alors, soit les reproposer à une autre bibliothèque du même réseau, soit les proposer à la bibliothèque Mériadec, donc à la centrale, pour être mis sur les plateaux ou en réserve, car nous avons également une réserve. Sinon, voilà, c'est aussi des dons aux associations, aux écoles, ou encore à l'organisation des ventes. On fait, alors ça dépend des années, mais généralement on essaie de faire 3 à 4 ventes par an. Alors, à noter, à l'exception de la toute dernière, les CD ne se vendent quasiment plus. En fait. Voilà, donc il faut savoir qu'une fois que les disques ne sont pas repartis sur le réseau, grosso modo, c'est le pilon. Voilà, et donc nous avons une réserve qui est assez importante. Vous voyez qu'on a un peu plus de 700 000 documents de lecture publique. On a quand même 117 000 documents en réserve. Donc la réserve est à la bibliothèque centrale. C'est une réserve qui est gérée par les services de Mériadec, donc de la centrale, mais qui bénéficie à l'ensemble du réseau. Tous les documents peuvent circuler, peuvent être envoyés dans l'ensemble du réseau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sinon, sur l'offre musicale en général, les évolutions auxquelles j'ai pu assister depuis que je suis à Bordeaux. Donc, nous, on est vraiment passé d'un... Alors, on avait un service musique qui était un petit peu atypique à la bibliothèque, c'est-à-dire que c'était le seul service qui était vraiment thématique. Donc, on avait à la fois de la pratique, de l'auto-formation des partitions. On avait également les collections d'études, donc les usuels, par exemple, sur la musique, faisaient partie du centre musique. Et puis, on avait donc également les livres, les vidéos et puis les disques. Donc petit à petit tout ça a quand même évolué. Aujourd'hui on a une offre qui est plutôt mixte. En fait on a vraiment une modification de notre offre musicale sur l'ensemble de la bibliothèque.
Et on a un modèle un petit peu mixte. On a encore des collections assez importantes, mais on est quand même résolument tourné vers la pratique musicale, donc avec un studio de répétition, avec du prêt d'instruments, des ateliers de prise en main des instruments. Voilà. Et puis peut-être aussi une médiation différente des documents, une mise en espace différente, des efforts d'éditorialisation, de présentation des documents, notamment de ceux de la réserve d'ailleurs, pour ressortir les docs en réserve, pour les remontrer. Voilà. Voilà pour les évolutions récentes. Je pense qu'on verra tout le reste après. Merci déjà. Donc on va passer à la deuxième partie où on va rentrer un peu dans le concret des réalisations dans chacun des établissements évoqués. Du coup, on va commencer avec Pierre, avec le dépôt légal, parce que forcément, avec l'arrivée des fichiers numériques dans le dépôt légal, on imagine que ça doit constituer un enjeu majeur pour la BNF. Alors, je ne sais pas si tu peux développer ce point. Oui, bien sûr. Donc, très clairement, c'est un enjeu majeur. Je veux bien que tu passes sur la slide qui présente les chiffres du dépôt légal. Pas celle-ci, merci. Qui présente les chiffres du dépôt légal depuis sa création, regroupés par décennie. Donc, vous voyez des chiffres en progression constante depuis les années 40 qui reflète l'évolution des supports. En 1948, le micro-sillon, en 1963, la cassette audio. À chaque fois des répertoires qui s'étoffent. À préciser aussi que le dépôt légal concerne toutes les formes éditoriales d'une même référence. Donc, lorsqu'une référence est publiée sous forme de cassette audio et de vinyle, on a dû la recevoir sous ces deux formats. De la même façon, lorsque le CD arrive, on a une troisième forme éditoriale, et ça a son importance lorsqu'on va parler du dématérialisé, qui vient s'ajouter aux deux précédentes. Donc, ce sont des facteurs qui participent à expliquer communément cette montée en puissance cette montée des chiffres, tout bêtement, dans l'absolu, qui représente l'activité éditoriale. À la fois, c'est une production musicale qui augmente parce que la musique est entrée dans les mœurs. Il y a la démocratisation là aussi de la musique est entrée dans tous les foyers. On n'est plus simplement à l'écouter à l'extérieur, on l'écoute chez soi. Donc c'est vraiment autour des années 50, 60 que se développent ces pratiques individuelles et qui vont être exacerbées avec la dématérialisation. Mais cette montée en puissance et cette montée des chiffres du dépôt légal vraiment traduisent ces évolutions technologiques qui sont aussi des évolutions sociétales. Donc, très logiquement, c'est la décennie des 90, des années 90 à 2000. Le CD, c'est en 1983 en France, et la décennie suivante va être celle qui va voir vraiment l'explosion des chiffres du dépôt légal, entre guillemets, avec trois formes éditoriales qui se juxtaposent, la cassette, le vinyle, le CD, des catalogues qui sont réédités, des choses qui sont sorties dans un premier temps sous forme de vinyle, sont réédités en CD. Donc il y a eu tout un tas de catalogues et de répertoires comme ça qui ont eu une seconde vie, si je peux dire, et qui donc viennent de nouveau enrichir les collections patrimoniales. Alors voilà, donc on a cette progression constante jusqu'à la fin des années 90. Et puis c'est vrai qu'au tournant du siècle, on a ces évolutions techniques, technologiques et sociétales qui sont de plus en plus perceptibles. Et on va apparaître
je n'apprends rien à personne, hein, mais voilà, avec le développement d'Internet et des techniques de miniaturisation des appareils, voilà, et c'est une nouvelle économie qui se met en place, hein, alors, au départ de manière très balbutiante, voire parallèle. Les maisons de disques n'ont pas forcément pris de suite l'ampleur du phénomène. Donc, il y a eu un temps de téléchargement illégal et de pratiques sur lesquelles les acteurs traditionnels ne savaient pas comment se positionner. Donc nous, on essayait depuis la BNF, puisqu'on était là déjà, de regarder, d'observer toutes ces évolutions et d'accompagner en même temps. Et donc c'est vrai que la décennie suivante, la décennie des années 2000, est une décennie très fragile en termes voilà, des impacts qu'elle a reçus de cette mise en place d'une nouvelle économie. Et puis, bon, voilà, ça s'est structuré petit à petit. Hein. Deezer, c'est en 2007, Spotify, c'est en 2008. Voilà, on est passé sur une économie plus de téléchargement, puis de streaming sur la décennie encore suivante, la décennie des années 2010. Donc là, la réflexion s'est engagée à la BNF au sein du service pour voir comment collecter, comment archiver cette nouvelle forme de production. Je disais tout à l'heure, le dépôt légal concerne toutes les formes éditoriales et la forme dématérialisée est une nouvelle forme. Simplement, ce n'est pas un support comme précédemment qui vient remplacer un autre. Dans les années précédentes, le vinyle venait accompagner, remplacer le support précédent, le 78 tours. On était sur la même manipulation d'objets. On était sur des choses, on passait d'un support à un autre finalement. Avec le dématérialisé, on passe vraiment sur une économie, un rapport à l'objet qui est tout à fait différent et qui nous a questionné comment collecter cette musique, cette production qui n'a plus cette concrétisation dans l'objet. Donc, et puis, on a constaté aussi une production qui a explosé, hein, un nombre de références complètement incomparables par rapport aux chiffres auxquels on avait l'habitude d'avoir affaire jusqu'à présent. Donc, on s'est rendu compte très rapidement qu'on ne pouvait pas procéder de la même façon que pour le dépôt légal traditionnel. Et donc, il faudrait mettre en place un système de dépôt par flux. Qui dit flux, dit au moins une part d'automatisation. Et là, ça rendait les choses encore plus complexes. Donc, on a fait appel à un prestataire extérieur, Kantar, qui est le gestionnaire de la base BIP, la base interprofessionnelle, la base de données interprofessionnelles phonographiques, qui est la propriété du SNEP, hein, le principal syndicat représentant des éditeurs phonographiques, pour être un intermédiaire, un prestataire qui fait le lien entre les distributeurs et la BNF. Pourquoi avoir un prestataire ? C'est dans un souci d'harmonisation des données. Donc, parce que, bon, voilà, on s'est questionné aussi, qu'est-ce qu'il faut collecter dans la musique dématérialisée ? Le fichier audio, ça semblait bien évident, mais on a compris très vite aussi qu'il faudrait les métadonnées descriptives et les visuels qui correspondent traditionnellement aux pochettes de disques. Mais sur les métadonnées, on a une structuration qui n'est pas du tout évidente au sein de la profession. Des distributeurs qui ont chacun leurs normes, leur mode de description. Et on s'est entendu avec Kantar pour qu'il y ait ce travail d'harmonisation qui permette un flux automatisé et d'ingestion des données dans le catalogue de la BNF. Donc voilà, c'est une instruction qu'on a menée de concert avec les majors, les représentants des éditeurs, hein, que ce soit le SNEP ou le PFI pour les indépendants,
le ministère n'était pas loin quand même à suivre les réflexions en cours. Et donc voilà, tout ça, ça s'est mis en place dans le courant des années 2010. La réflexion, enfin l'instruction proprement parler, c'est 2016-2017 à la BNF, avec les acteurs et avec un premier distributeur indépendant qui a accepté de jouer le jeu de l'expérimentation du dépôt légal dématérialisé. Je veux bien qu'on passe sur la slide suivante, sur les... oui, voilà, c'est celle-ci, merci beaucoup. Voilà. Sur les chiffres du dépôt légal, où j'ai mis en regard le dépôt légal physique, l'évolution du dépôt légal physique et donc le DLSD, dont parlait Marie Delaubier ce matin, dépôt légal du centre dématérialisé et son archivage dans SPAR, le système de préservation et d'archivage réparti de la BNF. Donc c'est intéressant de voir cette évolution sur les 5 ans passés. Alors on peut se dire que, vous voyez, en 2020, qui reste une année particulière, puisqu'on est sur l'année Covid, l'année du confinement, donc ça a eu des répercussions. Le chiffre du dépôt légal physique est vraiment en deçà de ce que l'on avait jusqu'à présent, et vous voyez que derrière il remonte. Mais on voit que globalement, le dépôt légal physique est autour de 4200 références. Et le dépôt légal dématérialisé, dont les premiers fichiers déposés à IDOL ont été enregistrés en décembre 2019, pour les toutes premières références. Voilà, la première année vraiment en production du dépôt légal dématérialisé, c'est 2020. Et vous voyez qu'on est sur des volumes qui sont sensiblement similaires. Donc on peut se dire que c'est comparable. Sauf qu'il faut pondérer ça quand même, ces chiffres, avec un autre élément qui change toute la donne, c'est que sur le dépôt légal physique, on est sur environ autour de 350 déposants, alors certes avec des dépôts massifs des 3 majors, mais quand même un nombre d'acteurs considérable, dont des indépendants et des autoproduits, autour de 350 déposants pour le domaine physique en 2020, pour un déposant dématérialisé sur la même année. Donc vous voyez qu'on fait presque jeu égal en termes de dépôt. Donc là, on avait la confirmation, on s'est rendu compte très vite qu'on allait avoir affaire à des volumes qu'on n'avait pas encore l'habitude de manipuler. Donc voilà, les dépôts vont se poursuivre les années suivantes. 2022, c'est une année très importante, puisque c'est une année où nous avons signé une convention tripartite avec Kantar, donc le prestataire, les 3 majors, Universal, Sony, Warner et la BNF, pour s'engager à travailler en commun à la mise en place de ce dépôt légal dématérialisé. Donc c'était une étape très importante qui a eu lieu fin 2022. Et en 2023, nous avons ouvert le catalogue local, répertoire français d'Universal, au flux des LSD. Alors là, il y a un petit peu un paradoxe dans les chiffres de 2023, dans la mesure où on a un déposant supplémentaire et une baisse des chiffres. Mais là aussi, ça s'explique par des politiques éditoriales qui fluctuent. Et pour le coup, le dépôt légal en rend compte. IDOL a beaucoup moins déposé cette année-là. Et le répertoire français d'Universal n'était pas nécessairement celui qui était le plus mis en avant. Donc, pourquoi ces chiffres qui baissent un peu sur l'année 2023. Mais vous voyez que 2024, et là on n'avait pas besoin d'un gros graphique pour se rendre compte de ce qu'il se passe, on a un dépôt physique qui se maintient autour, vous voyez, de 7000 références, 6991. Par contre, avec l'ouverture au catalogue international d'Universal, vous voyez qu'on a un chiffre qui a vraiment explosé. On a plus de 16 300 références. Et encore, le répertoire d'Universal International s'est ouvert en cours d'année. Donc, on n'est même pas sur une année complète d'exploitation de dépôt légal. Donc, toutes ces tendances confirment les chiffres qu'on a perçus précédemment. Et les premiers mois de 2025, là, nous annoncent encore des chiffres qui seront de nouveau en hausse. J'y reviendrai sur la dernière partie. Est-ce que juste tu peux dire un mot sur... tu disais qu'il y avait des chiffres un peu faramineux qui étaient annoncés par
justement ces distributeurs concernant les données numériques. Est-ce que tu veux en dire un mot maintenant ou Je tout à l'heure? peux en dire un mot. Il y avait ce que l'on percevait, nous, de la production, et puis ce que le métier annonce. Que ce soit les maisons de disques, les distributeurs, les trois majors, ou Kantar, qui est leur relais. Et Universal annonçait 90 000 nouvelles références par an. Warner, plus de 100 000. Sony, autour de 50 000. Alors moi, je dis référence, eux parlent de produits, et ça, j'y reviendrai dans la dernière partie, parce que on pensait que c'était juste une question sémantique. Voilà, eux font du commerce, donc ils parlent de produits. Nous, on fait de la bibliothèque, on parle de référence. C'est pas aussi simple que ça. Il y a vraiment des choses qui se jouent et qui font qu'il faut vraiment, même parmi les chiffres annoncés par la profession, il faut arriver à les commenter. Est-ce que parmi vous, il y a des questions par rapport à ce que vient de nous présenter Pierre? Oui, on a une question. Ah, deux questions. Oui, j'ai une question justement sur le dépôt des phonogrammes numériques. Est-ce que dans la production, on voit beaucoup dans l'activité des labels aujourd'hui des choses qui sortent sous le nom de phonogramme, qui sont en fait des singles, donc qui comptent pour une production? Et c'est des singles, donc ça fait un chiffre énorme au final, en fait. Oui, alors là, on est dans la logique du dépôt légal, hein, sur les chiffres que l'on présente, que ce soit pour le physique ou pour le dématérialisé. On parle de référence éditoriale. Donc, quel que soit le format, un format court ou un format long ou un intermédiaire, là, je ne parle pas de temps de musique ou de support dédié, mais bien de référence éditoriale. Donc on va aussi bien du single que de l'album au sens traditionnel, que des anthologies ou des coffrets. Donc voilà, on n'a pas ce distinguo. Je parle simplement de référence éditoriale. On a une autre question. Alors, pour continuer dans la même question, dans les DLSD, est-ce que vous faites une différence en fonction des compressions, des versions? Puisque sur chaque titre, aujourd'hui, ou chaque référence, on va avoir différents types de compressions données au public, ou différentes versions, des versions master, par exemple, quand on a Qobuz qui fait ça très bien, ou des versions streamées encore qui peuvent être différentes. Est-ce que vous faites tous les distinguos? Alors on a été obligé, bien évidemment, de prendre en compte cet aspect des choses. Là aussi, les volumes annoncés nous ont obligés à préciser notre réflexion, et donc on garde un format audio pour une référence. On aura là aussi l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais on reste dans l'esprit du dépôt légal, à la recherche inatteignable de l'exhaustivité, en tout cas de l'absence de sélection. Par contre, voilà, il y a tellement de formats, de versions possibles qu'on s'est concentré sur un format, le FLAC en l'occurrence, qui est le format privilégié pour une conservation pérenne. Petite question, comment ça fonctionne pour les autoproduits? Parce que souvent, ce sont des personnes qui éditent peu d'exemplaires, qui ne peuvent pas, même en vinyle par exemple, ils n'ont pas la capacité financière d'envoyer leurs documents à la BNF. Est-ce que vous en achetez parfois? Alors là, on anticipe un peu la dernière partie de la présentation, mais c'est pas grave, je peux répondre deux mots quand même sur cette question. Pour ce qui est des autoproduits, c'est fait partie d'une instruction qui est en cours, qui n'est pas encore opérationnelle, malheureusement, parce qu'effectivement, on reçoit souvent des appels ou des demandes de gens qui souhaitent déposer, nous envoyer un fichier audio, voire ou même de nous envoyer sur une clé USB. Voilà, donc ça, c'est une instruction qui est en cours et qu'on espère pouvoir aboutir prochainement, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Donc on est pour l'instant sur des flux
ce qui nous demande déjà une instruction assez conséquente. Bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'il existe pour les phonogrammes le contrôle croisé, comme il peut exister pour les monographies, pour repérer des productions de scènes locales sur l'ensemble du territoire ? Je ne sais pas ce que vous entendez exactement par contrôle croisé, mais je pense que pour ce qui est des productions locales, ça sera peut-être plus l'enjeu de la table ronde de cet après-midi. Donc, c'est pas forcément le mode d'approche que nous avons retenu. C'est pas du tout le mode d'approche que nous avons retenu. On est parti comme c'est quelque chose, on n'en est qu'au début. C'est très nouveau, même si la musique dématérialisée existe maintenant depuis un certain nombre d'années. On est quand même qu'au début. On est avec 2 distributeurs déposants encore cette année. Donc, vous voyez qu'on est sur une réflexion qui est sur un work in progress, comme on peut dire, et sur une réflexion qui demande encore à être enrichie. Donc, nous, on n'a pas spécifiquement de regard sur telle ou telle scène, mais plutôt un travail qui s'accomplit avec des partenaires professionnels qui acceptent de nous accompagner dans cette expérimentation. Bonjour, est-ce que vous conservez le matériel de lecture de ces différents phonogrammes et comment vous allez anticiper la maintenance de tout ce matériel pour que dans 200 ans, 300 ans, 400 ans, finalement, ces phonogrammes, ces fichiers permettent encore la lecture de ces archives? Et évidemment, oui, ça fait partie des missions de la bibliothèque. Conserver, c'est une chose, mais évidemment, c'est de pouvoir transmettre et communiquer ces collections qui sont accessibles et consultables en Redjardin. Donc, il ne s'agit pas d'archiver pour archiver, mais bien de constituer une mémoire collective que chacun puisse s'approprier, ou en tout cas que chacun puisse venir consulter. Donc, nécessairement, oui, il y a des modes de conservation pérennes auxquels la BNF met en place, qui comprend les appareils de lecture, bien évidemment, que ce soit les anciens supports ou les supports dématérialisés actuels. Pour ce qui est d'anticiper sur les évolutions technologiques, là on est plus avec des questions qui se posent à nous, mais comme à tout un chacun, on peut se projeter sur les prochaines années, mais on n'a pas pour le moment de vision sur un très long terme. Donc ce que je peux vous dire, c'est que tous les supports conservés à la BNF peuvent être lus par les machines qu'il nécessite. Et toute l'affaire est là, c'est d'avoir une conservation pérenne qui donne la possibilité d'avoir toujours accès à ces collections. On va prendre une dernière question et après on va avancer. Donc c'est le monsieur au dernier rang. Bonjour, moi je voulais savoir si c'était facile de travailler avec les majors et est-ce que c'était le cadre légal qui faisait qu'elles étaient contraintes de travailler avec la BNF ou si c'était plutôt simple de travailler avec ce genre d'entreprise. Il y a les 2 aspects. Les 3 majors qui restent, Universal, Sony et Warner, sont des acteurs traditionnels du dépôt légal, dépôt légal physique. Donc, ce sont des acteurs qui ont aussi une volonté d'être en bon terme avec la loi, qui n'ont pas certes, qui ont des enjeux économiques qui sont les leurs qui sont loin de nos missions, mais pour autant, il y a une écoute tout à fait positive des 3 majors qui ont des économies tout à fait semblables, avec des intérêts qui sont identiques et sur lesquels ils se rejoignent. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à faire cette convention tripartite. Alors je ne dis pas que c'est simple, parce que
voilà, ces majors, elles ont des antennes en France et elles font toujours référence à leur maison mère aux États-Unis. Donc, lorsqu'on a mis en place le dépôt légal avec Universal et l'instruction en cours avec Sony, il y a tout un tas d'échanges qui doivent rebondir avec la maison mère. Donc, de ce point de vue, c'est pas forcément très simple, mais on est en bon terme et on est sur des contacts qui sont bien établis de par leur caractère historique sur le physique et qui s'est poursuivi sur le dématérialisé. Merci. Alors on va passer avec Christophe. Donc là on change d'échelle de grandeur. Oui, on va revenir à une échelle. On passe à plus une modeste. Discothèque donc du réseau parisien dans le 5e arrondissement, au 5e étage, avec une belle vue sur le jardin des plantes. Oui, tout à fait. Oui. Et vous pouvez venir. Très bien. Et du coup, Christophe, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du réaménagement de la discothèque qui a eu lieu en 2024 ? Oui. Donc il y a un petit historique, évidemment que ce qu'on a vu un petit peu dans les chiffres tout à l'heure, du constat qui tend vers une nécessité évidente de changement, à concerne Buffon, mais à concerne évidemment c'est à l'échelle du réseau musique parisien. Puisque cette division par 4 du nombre des inscrits et une baisse franche et massive des prêts, un vieillissement de nos emprunteurs, puisqu'on est maintenant majoritairement sur la tranche 50-70 ans. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le très grand public, il est évidemment passé sur les plateformes d'écoute numérique. On garde des publics qui sont, je dirais pas à la marge parce que j'aime pas beaucoup le terme, mais qui sont en situation d'électronisme notamment. On a aussi encore beaucoup les spécialistes, les passionnés, les audiophiles, quelques résistants au tout numérique. Mais bon, je ne veux pas donner non plus cette image de village gaulois irréductible et des emprunteurs qui peuvent utiliser les services numériques, mais qui sont aussi à la recherche de documents non réédités, indisponibles sur les plateformes. Il y en a. Puisqu'on voit que, notamment, on a un certain succès avec tout ce qui est coffret, intégral, les documents qui ont une plus-value éditoriale. Donc ça, c'est intéressant de faire attention à ça. Alors, comment on fait pour conserver les collections dans le réseau parisien ? Il n'y a pas une mission de conservation, on a les archives à la MMP. Mais il y a des particularités qui nous permettent de nous aider dans les choix de restructuration des collections. Je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, il y a notamment une réserve centrale qui est importante, qui est bien utilisée par nos emprunteurs, puisqu'ils peuvent de chez eux réserver des documents, mais aussi dans la bibliothèque demander à ce qu'on leur fasse venir un document de la réserve centrale. Et les collections importantes de la médiathèque musicale de Paris, quoi. Donc la réserve centrale, elle permet de conserver des documents qui sont désherbés dans nos collections, notamment des documents qui peuvent être épuisés éditorialement, dont on pense qu'il y a encore un sens évidemment à les conserver et à continuer à les faire vivre et à les faire circuler. Et ça, le public le sait, en tout cas pour le public qui est utilisateur fréquent. Le problème, c'est que ça a aussi des limites. La réserve centrale, actuellement, elle a 20 000 à 30 000 CD en attente de traitement, hormis tout ce qu'elle reçoit quasiment quotidiennement. Donc, il faut aussi être en capacité de traiter et de faire des choix rapides pour eux. Et c'est pas évident non plus, quoi. On envoie aussi à la MMP les derniers exemplaires réseau en état d'être encore en circulation. Donc ça, c'est intéressant aussi, au moins de faire vivre encore ces documents-là. Le problème aussi, c'est qu'il y a des contingences aussi, notamment la MMP va bientôt être fermée pour travaux pour 1 an, je crois. À partir de l'été 2025, enfin on ne sait pas trop,
Bon. Donc, confirmé pour la date des travaux. Donc tout ceci, c'est très bien, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Alors la méthode choisie à Buffon, pour reprendre le terme de work in progress, il y a eu plusieurs étapes. Bon, moi je suis arrivé en 2017, tout de suite ma hiérarchie m'a demandé de faire le ménage dans les fonds, et je suis pas quelqu'un qui décide comme ça de supprimer des choses parce qu'on me le dit aussi. On me le demande, mais il y a effectivement, moi j'ai constaté un très grand retard au niveau du désherbage qui avait été pris. Donc une nécessité aussi de refaire vivre cet espace, pas simplement pour les collections, mais pour y faire d'autres choses aussi, notamment en ce qui concerne la mise en valeur. Et il y a peut-être moins de public, mais autant qu'ils s'y sentent le mieux. Je pense que vous avez tous été confrontés à ça. Donc tous les genres musicaux en fait chez nous, puisqu'on est pluridisciplinaire, et tous les supports d'ailleurs, CD comme méthode partition, livre, DVD, ont commencé à être traités en essayant de garder cette cohérence multigenre, parce qu'on est pôle musique aussi sur le réseau. C'est un processus qui a été long et un petit peu douloureux au départ aussi au niveau de l'équipe. Enfin, en tout cas pour les personnes qui travaillaient à l'époque dans mon équipe. Je dis pas qu'ils ne faisaient pas de désherbage avant, mais bon, voilà, il a fallu montrer que c'est pas parce qu'on avait une collection, on entassait, que les choses étaient forcément mises en valeur. Et donc il y a eu ce premier travail. Et aussi parce qu'on parallèlement, on a aussi équilibré en mettant en place des nouveaux services. Donc c'était intéressant pour les collègues aussi de travailler un petit peu sur autre chose. Je pense notamment au service des instruments de musique. Voilà. Donc rebooster un peu le service et le travail de mise en valeur. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est plus récente. C'est un réaménagement de la discothèque en 2024. Donc je vous l'ai évoqué très rapidement. On a eu une longue fermeture. On est devenu espace musique et cinéma. Un regroupement des collections. Donc là, c'était une opportunité de travailler au niveau de la politique documentaire sur une diminution de la volumétrie. Et en fait, on a diminué notre volumétrie en termes de collection de 22% pour le moment. Il y a eu un choix qui a été fait. Bien sûr, on s'est basé sur les statistiques, on s'est basé sur ce qui existe chez nos voisins sur le réseau. Mais concrètement, chez nous, ce qui a pris le plus au niveau du désherbage, c'est les collections livres. Là, on voit quelques chiffres. DVD. On avait une collection notamment de DVD opéra qui était assez intéressante, mais on a réussi aussi là à les dispatcher ailleurs parce que ça prenait plus chez nous. Je pense qu'il y avait une usure peut-être aussi au niveau du public. Et finalement au niveau du CD, ça fait moins 20% actuellement, quoi. Ce qui est pas mal, mais en gros, pour vous dire, entre 2017 à aujourd'hui, on est passé de 18 000 CD à 13 000 CD. Donc ça fait sur 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 28%. Donc on a des collections plus aérées, équilibrées, une meilleure circulation, un public qui vient un petit peu, au niveau du public cinéma notamment, qui vient emprunter des DVD Blu-ray, il jette une oreille, il jette un œil. Bon, voilà, c'est annexe, mais c'est intéressant et de toute façon, c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'il y avait l'option aussi, on avait un espace musique avant, et il a été émis comme idée, avant de commencer les travaux, de le dispatcher dans les collections adultes, ce à quoi je me suis formellement opposé.
Et au contraire, j'ai proposé qu'on travaille sur un regroupement des collections musique et cinéma. Et au moins, à ce jour-là, je ne regrette pas ça. Les budgets moins importants aussi ont évidemment un impact sur les choix d'acquisition. On travaille un peu plus maintenant sur le réassort, le remplacement de titres aussi vieillissants, que simplement sur le cumul de nouveautés. Il y a encore beaucoup à faire, notamment sur le fond par méthode et partition, sachant que les méthodes, c'est encore quelque chose qui marche très bien chez nous, méthode instrumentale. Au niveau des partitions, c'est un petit peu quand même plus compliqué, mais c'est pas forcément tout à fait le même public non plus qui vient emprunter sur les partitions. Et il y a une troisième étape, c'est la situation actuelle, et c'est l'élément le plus important parce que et qui me fait dire aussi que nous, à notre échelle, pour le moment, on travaille dans un entre-deux. C'est qu'il y a une refonte à venir, en tout cas ça prend cette direction de la politique documentaire et des services musique sur le réseau parisien. C'est un chantier qui est en cours, c'est souhaité par la DAC et le service des bibliothèques et de la lecture, qui a proposé à l'ensemble du réseau musique de mettre en œuvre aussi des propositions, donc des groupes de travail, et on a commencé ça assez récemment. Ça s'est fait déjà par le passé aussi. Est-ce que le lien se fait par rapport à des contraintes budgétaires aussi? Probablement, on peut en parler aussi, mais la question est, on nous demande maintenant d'être force de proposition, comme on dit, sur l'avenir des collections musique, entre autres, puisque, je vous l'ai dit, ça touche aussi les services, et par extension, ça touche aussi le personnel, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est-à-dire en termes de formation, en termes de qu'est-ce que vont devenir les discothécaires si jamais le volume de discothèques se réduit, comment travailler, tout ça, donc dans ce sens-là. Donc, pendant ce temps-là, il faut bien faire vivre notre établissement, comme les autres, comme les collègues. Donc, on est un peu dans un entre-deux. Le calendrier, on doit achever ces groupes de travail d'ici l'été. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, en attendant, il faut continuer à s'occuper des collections quand même. Je suis un peu long, peut-être, non? Non, ça va? Une petite minute et après on prendra des questions. Non, mais j'en parlerai dans la troisième partie. Très bien. Je ne sais pas si déjà vous avez envie d'intervenir, de rebondir. Oui, il y a deux interventions apparemment. Bonjour Christophe. Quand je vois la courbe, en effet, on a tous le même genre de courbe qui descendent. On achète des super disques qui sortent 4 fois l'an. Voilà. Et depuis les années Covid, en fait, ça a eu ça de bon, c'est peut-être le seul truc, qu'on s'est mis à faire des playlists. Et je voudrais lancer la réflexion suivante, l'analogie entre le pré-physique et les vues de playlists. Parce que récemment, je suis en léger conflit professionnel avec une de mes camarades qui, elle, considère qu'il s'occupe du site et qui, elle, considère qu'en gros, c'est pas des collections, faut renouveler ça tout le temps. Alors que moi, je considère que c'est une collection de playlists. Donc, on fait plusieurs séries, chansons, gothiques. Et en réfléchissant bien à la question, puis voyant les emprunteurs aussi, des emprunteurs prennent parfois 20 disques, puis ils vont en coter en fait 4. Hein. Et ce qui est vu localement sur les playlists, parce que j'ai testé le truc, c'est vu que localement. Et là, d'un seul coup, vous voyez que les vues, même si vous en avez 30 ou 40, c'est peut-être pas 30 ou 40 près, parce que en effet, les gars cliquent et peut-être que la chose proposée ne leur plaît pas, donc ils vont très vite ne plus écouter. Mais même si vous mettez un coefficient finalement négatif, enfin vous divisez par 4 le truc,
si vous avez fait une playlist sur quelque chose qui vous plaît, même de pas connu, si ça fait 50, vous divisez par 4, ça fait l'équivalent de 12 près. Donc j'avais une espèce de slogan il y a une époque qui était remplacer les prêts qui baissent par des clics qui montent. Oui. Et je me demande s'il n'y a pas une piste là-dedans. Voilà. Moi aussi, ça me déprime de voir ces courbes là. Donc oui, mais c'est déprimant d'acheter des disques super et qu'il faut faire des efforts pas possibles pour les faire sortir. Ils sortent au début 2-3 fois, et puis après... Alors oui, il y avait plusieurs choses dans ce que tu dis. Ça, que ça soit déprimant, de toute façon, oui, si on part comme ça, on fait autre chose, quoi. De toute façon, moi, c'est sûr, hein, je suis discothécaire depuis de longues années. Oui. Vous allez de moins en moins nombreux, mais si là il y a une piste où en effet tu peux faire des courbes en comptant pendant un an, je sais pas, tu as 100 playlists par exemple, tu comptes tous les trucs et tu fais tes courbes avec ça. Alors les playlists, moi je les pratique aussi parce que on a une chaîne YouTube, voilà, on fait des playlists de nouveautés, on fait des sélections, on fait des playlists autour des animations qu'on peut faire, enfin voilà, la base, quoi. Ouais, alors nous, ça apparaît quand même dans notre rapport annuel aussi. C'est-à-dire que voilà, on a le nombre d'abonnés, le nombre de vues qu'on a eu, voilà, mais c'est un tout. Après, est-ce que ça fait venir les gens qui sont abonnés à notre chaîne YouTube et qui sont pas des milliers? Oui. Oui, je comprends, oui. Bah, si, c'est important, enfin, je veux dire, faut le... En fait, ouais, ça fait partie du travail, de toute façon, quoi, mais... Pardon ? Ah, sur le temps de travail, ah ouais, ok. Ah oui, non, je vois le genre de problématique, oui. Avec le mec qui te regarde derrière, si tu bosses, ouais. Bah oui, c'est justifié, oui. Pourquoi ça serait pas justifié, quoi? Non, c'est bon. Non, on va peut-être prendre une autre question pour pas monopoliser non plus trop la parole. Je crois que la dame à côté avait une question. Par rapport à l'impact des baisses de budget, je voulais aussi rajouter, il y a aussi un impact pour les fournisseurs, parce qu'à Grenoble, comme beaucoup de... Je voulais en parler, oui. Voilà. Ouais. On n'a plus de fournisseurs parce qu'il est en liquidation judiciaire. On va en avoir un autre, voilà, c'est tout. Alors, ouais, ça c'est, je pensais l'aborder un petit peu dans la troisième partie aussi. Il reste 2 grossistes en gros, hein, RDM et CVS. GAM vient de fermer, mettre la clé sous la porte. On est en 2025. Il y a les marchés publics, certes, mais là, il y a j'y reviendrai peut-être un peu. Il y a quand même une piste énorme à travailler. Alors, en travaillant sur Paris, je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Il y a des disquaires, il y a des choses comme ça. Là, il y a une articulation à retrouver, à mon avis, au plus vite pour toute l'économie des bibliothèques, de la musique aussi, parce qu'on est là aussi pour aussi travailler avec ces gens-là. J'ai aussi une petite question. Enfin, une question. Nous aussi, on est dans la douleur, parce qu'à Nice, on doit passer de 96 000 CD à 50 000 à la fin de l'année. Et c'est super dur, donc je comprends tout à fait ce que vous avez eu. Et l'une des pistes qu'on nous a proposées, que la direction a déjà commencé à mettre en place, c'est les Music Me, enfin les plateformes. Oui. Je ne sais pas si ça a été beaucoup utilisé dans les autres bibliothèques. Nous, on a l'impression que ce n'est pas du tout la même chose. Et par contre, on sent venir on va baisser votre budget parce que vous avez la plateforme. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi ? Moi, j'ai connu ça alors c'était pas sur la ville de Paris parce qu'on n'a pas de plateforme comme ça, mais j'ai connu ça dans une collectivité où j'ai travaillé avant. On a testé, et ça remonte déjà à une dizaine d'années, quoi, avec, je crois que c'était Music Me aussi. Enfin, il y avait ces plateformes qui faisaient aussi je dis pas ça vulgairement, mais de la lèche au niveau des collectivités locales et qui maintenant font du jeu vidéo, quoi. Je veux dire, bon, c'est très bien. Mais non, ça répond pas. À partir du moment où il n'y a pas une politique éditeur, enfin déjà au niveau du catalogue, c'était pas satisfaisant.
Au niveau des emprunteurs, on avait très très peu d'utilisateurs et pourtant c'était pas faute d'en faire la promotion. S'il n'y a pas une politique éditoriale qui soit en relation avec vos collections et vos publics, c'est de la com, c'est du décor. J'attends toujours qu'on nous propose la super plateforme, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on l'attende en fait. Donc il y a une réflexion aussi. Nous, peut-être on a amené aussi sur le réseau parisien, c'est comment on pourrait peut-être faire notre propre plateforme, quoi. Mais bon, là, au niveau de la négociation... Je crois qu'il y a une question du monsieur. Bonjour, on est deux bibliothécaires musicaux ici de Les Mureaux. Et j'ai une question pour vous à propos de ce sujet de désherbage que vous avez fait depuis 2017. 5000 CD, c'est énorme. Mon question, c'est vous êtes combien de votre équipe? Et deuxième question, c'est quoi votre conseil pour nous où on va faire désherbage bientôt parce qu'on travaille dans ça, de notre espace? Qu'est-ce que c'est votre conseil ou votre paramètre que vous avez utilisé? Parce que c'est un numéro énorme. Et c'était quoi votre objectif? Est-ce que c'était votre objectif, 28%, 5000, ou c'était plus, c'était moins Non, l'objectif, en tout cas pour la période de réaménagement, c'est-à-dire comment faire rentrer dans un espace qui a connu des espaces musique et cinéma, qui a eu des travaux, donc on a changé un peu aussi l'intérieur de l'espace, voilà, mais sans pour autant agrandir la place. Comment faire rentrer ces collections musique et cinéma. Et la volumétrique qu'on avait calculée, c'était 20% des collections musique. Pas que CD. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi travaillé, bien sûr, sur les livres et les partitions et les DVD. Et là, on a gagné de la place aussi là-dessus, quoi. Mais sur les CD, après... on a équilibré par rapport aux différents fonds. On n'est pas un fonds spécialisé, donc il fallait travailler. Par contre, on s'est aperçu, évidemment, on sait bien, on voit l'évolution quand même, d'où l'intérêt de vraiment faire des stats et de les travailler, que, par exemple, nos fonds chansons, musique du monde, qui avait notamment... Musique du monde, pour prendre ce terme, qui avait augmenté assez considérablement les 10-15 dernières années, ça stagnait. En fait, là, on était environ 10% de près. Chansons, pareil, entre 9 et 10. Et c'est pas faute de faire du réassort, d'acheter des nouveautés, d'essayer de faire des mises en valeur. Donc, il y a eu notamment un gros désherbage sur les musiques du monde, à partir du moment aussi où, je le rappelle, on a ce luxe en termes du réseau parisien de pouvoir travailler encore avec la réserve centrale, la MMP, et je comprends très bien la difficulté que ça peut être pour les établissements qui n'ont pas de réserve centrale. On va prendre une dernière question avec le monsieur et après on écoutera Laurent. Alors, petite précision, j'ai le privilège de travailler dans un conservatoire, donc pour l'instant la musique n'est pas encore contestée au sein du conservatoire. Et je voulais, si on parle de patrimonialisation de la musique, et si on a une ambition culturelle, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir d'une approche quantitative et donc essayer de faire comprendre à nos directions que finalement, c'est pas sur les chiffres qu'on doit évaluer notre travail, et donc travailler la qualité et en fin de compte donner à voir des collections, parce que justement il y a encore un rapport à l'objet avec le physique. Enfin, on voit, on peut toucher, on peut sentir, et donc radicalement changer d'optique et ne plus être dans une approche finalement néolibérale de la gestion de nos collections. Tout à fait. Donc c'est une ambition politique, et donc il faut l'affirmer haut et fort et en être fier, et donc rompre complètement avec cette logique néolibérale. Je me répète, mais voilà. Ouais.
Je l'ai évoqué très très rapidement quand j'ai parlé notamment de l'intérêt qu'il peut y avoir du public sur des documents qui ont une plus-value éditoriale, des choses comme ça. Et je voulais aborder un petit peu la piste dans la troisième partie, notamment en ce qui concerne le travail qu'on essaie d'amorcer sur le réseau pour aller plus vers des pôles qu'on a appelés d'excellence. Et ça, moi, je suis convaincu que, enfin, en tout cas, si on le fait pas sur une ville comme Paris, bon. Maintenant, on va écouter Laurent, et ça va être intéressant parce que là, on passe encore à une autre échelle. Oui, ça va être encore intéressant, sachant que c'était intéressant avant et ça sera encore après avec tout le monde. Parce que là, du coup, c'est à l'échelle d'un réseau de bibliothèques, donc à Bordeaux, et Laurent a vraiment travaillé sur la politique documentaire à l'échelle d'un réseau de bibliothèques. Et du coup, justement, Laurent, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce travail de réflexion qui a eu lieu, depuis quand il a commencé, et qu'est-ce qui a été mis en œuvre au niveau des discothèques? Alors tout à fait. Tu anticipes un petit peu, en fait. Le travail de réflexion, il n'a pas vraiment eu lieu. Dans un premier temps, le travail, ça a été de sauver les meubles en urgence. Voilà. Mais du coup, je reviens sur ce que disait le collègue du conservatoire. C'est en grande partie dans cette démarche-là qu'on a choisi de garder un maximum de collections et de mettre des choses en réserve. C'est justement qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre maintenant que le but, c'est pas de faire un maximum de prêts, c'est pas d'aligner des nouveautés en permanence pour les balancer l'année d'après. Et j'ai tenu à garder un maximum de collections et à pas désherber des dizaines de milliers de documents comme ça, parce que pour moi, ces collections-là, alors je vais reprendre un mot néolibéral si tu veux, mais c'est vraiment un capital, quoi. C'est du temps, c'est de l'argent public, c'est de l'énergie qui a été investie pour créer cette collection, qui est un bien commun. Voilà, ça permet aussi ça s'inscrit dans l'identité d'un territoire. Ça va au-delà de juste faire des prêts. Donc, quand on a commencé à nous dire, ça sort plus, on les enlève, forcément, c'était un petit peu perturbant. Alors, en plus, ça sort plus, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Parce qu'on a quand même vécu des années où, effectivement, on avait des taux de rotation qui crevaient le plafond, qui étaient largement supérieurs à tous les autres. On avait des chariots entiers de retour toute la journée, la queue pour les écoutes, on donnait des tickets, quoi, pour que les gens puissent écouter sur place. Enfin, voilà. Donc sortir de ce modèle-là, puis revenir sur quelque chose d'un petit peu plus apaisé peut-être, et puis d'un petit peu plus normal, parce que nos disques sortent encore, hein. C'est pas comme si ça sortait plus. Et il y a déjà quelques années, on nous disait ça sort plus, il faut tout enlever. Ouais, mais on avait quand même des taux de rotation qui étaient largement supérieurs à beaucoup d'autres fonds de la bibliothèque et qui n'étaient pas particulièrement menacés, quoi. Donc ce qui s'est passé chez nous, je vous ai mis quelques chiffres quand même. Alors j'ai pris que 3 ans parce que je voulais pas non plus vous assommer de chiffres. L'année où nous avons fait le plus grand nombre de prêts de disques, donc c'est 2008, 222 000. Alors je précise tout de suite, j'ai pas pu avoir les chiffres de l'ensemble du réseau parce que j'avais 10 000 pages de rapports à me cogner avant la table ronde, donc j'avais pas le temps. En revanche, je pouvais assez facilement avoir les chiffres de la centrale, donc je suis resté sur ceux de la centrale. Donc vous voyez quand même 222 000 prêts, c'était plutôt pas mal. En 2016, c'est l'année où nous avions le plus de documents sur le plateau et le plus de disques sur le plateau, 49 000 disques. Et en 2025, on est tombé à 33 000 disques. On a commencé à intégrer des vinyles. Et vous pouvez voir qu'on a maintenant 28 000 documents en réserve, alors qu'on n'en avait pas une époque. Et je vous ai aussi mis l'évolution budgétaire. Ça, c'était pour me faire mal aussi un petit peu. Mais vous voyez, voilà, 2008, 64 000 € pour le budget musique à la centrale. 2025, 29 000. Alors là, c'est le budget adulte, hein. Voilà. Sachant que 64 000 €, c'est même pas le budget le plus élevé qu'on ait eu. J'ai vérifié, on était monté jusqu'à 67 000 €. Voilà. Donc ça fait quand même une baisse budgétaire énorme. Et même si aujourd'hui notre offre de disques est revenue à une offre, ça a été resserré, mais c'était effectivement nécessaire. Il y avait besoin de faire du désherbage, il y avait besoin de mieux mettre en valeur nos documents, c'est incontestable. On a une offre aujourd'hui qui est assez équilibrée. Malheureusement, on n'a vraiment pas du tout un budget qui nous permette de renouveler nos collections correctement. Donc ça veut dire qu'on ne va faire qu'amplifier ce phénomène de continuer à perdre des prêts en fin de compte parce qu'on aura des collections qui ne seront plus à jour.
Faut savoir aussi que si nos prêts ont beaucoup chuté, alors c'est effectivement une tendance générale, mais c'est également parce que même si nos budgets étaient importants, on avait quand même des collections qui n'étaient pas du tout renouvelées au niveau où elles auraient dû l'être. Et en 2008, par exemple, quand je suis arrivé dans le centre musique, on avait, je crois, plus de 60 ou 70% de nos documents qui avaient plus de 10 ans. Donc voilà, on avait quand même une collection qui était très ancienne. Donc à partir de là, il ne faut pas non plus trop s'étonner si les prêts finissent par baisser, quoi. Voilà. Donc ce qui s'est passé pour nous récemment, c'est que... Alors il y a deux choses. D'une part, on a reposé vraiment l'ensemble de l'offre musique sur tout le réseau. Donc en 2022, je pense, on a fait 2 journées consacrées vraiment à cette question de l'offre musique en général, où on a regroupé tous les gestionnaires et où on a repensé l'offre. Alors là, la partie collection n'était pas forcément très développée à ce moment-là, mais c'est ce qui nous a conduit donc à nous engager sur la pratique musicale. On avait déjà un studio de répète, mais le prêt d'instruments, le prêt d'objets en général. On est très près d'objets en ce moment à Bordeaux, hein, c'est un de nos grands trucs, et aussi pas mal d'offres de services, quoi. Mais avant ça, il y avait quand même un mouvement de fond sur les collections, et c'était un désherbage finalement massif. Alors, désherbage parce que dans les bibliothèques de quartier, les collections étaient revues, alors elles étaient aussi assez anciennes, mais aussi parce qu'il fallait faire de la place pour autre chose, ou revoir les espaces, aérer, mieux mettre en valeur. Même chose à la bibliothèque Mériadec, où on avait aussi la création d'un espace jeu qui a pris une partie de l'espace musique, donc qui a été réduit à cette occasion-là. Et donc, côté de la bibliothèque centrale, on demandait de désherber, pareil, à peu près 20% des documents. Et donc, ce qui était... le problème à l'époque, c'est que ça devait se faire quand même très très vite. Or, l'essentiel du désherbage a été fait entre 2018 et 2021 quand même. Voilà. Et donc le choix pour préserver ce capital de collection, comme je le disais, et puis pour d'autres raisons aussi, parce que je trouvais que le modèle qu'on avait justement de collection en bibliothèque était assez vertueux par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui, alors notamment écologiquement, mais c'est vrai que proposer une collection de supports commune, accessible à tout le monde, en termes d'impact, c'est quand même mieux que le streaming. Donc ça, on va finir par en parler aussi, je pense, mais c'est quand même des points importants. Et aussi parce que je me demande, mais certainement comme tout le monde, ce que va devenir ce modèle qu'on a actuellement, ce modèle économique de numérique. Notamment parce qu'il est rendu possible par des conditions économiques particulières. C'est qu'on a de l'énergie pas trop chère, c'est qu'on a de la bande passante quasi illimitée, voilà, qu'on a des data centers qui poussent un peu partout, mais c'est pareil, ça, combien de temps ça va durer, quoi, finalement. Alors je dis pas qu'on va revenir au tout CD et au support, hein. Mais voilà, je voulais pas qu'on perde cette collection-là, parce que c'est une collection qui était bien faite. On avait de super disques, on a de belles collections de classiques, on a de belles collections de musique du monde, donc de très belles collections dans des domaines qu'on nous demande de moins en moins d'ailleurs. Donc, et que tout ça c'est un vrai capital et qu'on peut encore, je pense, travailler sur ce fond-là par une autre médiation peut-être pour le proposer, le faire découvrir et continuer donc à remplir notre mission qui est quand même de documenter la musique et de documenter l'histoire de la musique, quoi. Et c'est vrai que quand on fait de l'offre de service, on ne fait plus tout à fait la même chose. Donc ce pan-là de notre métier, il faut quand même qu'on arrive à le conserver. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, j'ai réaménagé l'intégralité de la réserve centrale. Donc mes collègues étaient contents. Je leur ai fait déplacer une bonne centaine de milliers de documents là, sur quelques années. Voilà. Alors la chance que j'avais, c'est que les collections de littérature, notamment en réserve, n'avaient pas été désherbées depuis longtemps. Voilà, donc je leur ai également fait désherber leur collection de bouquins. Bon, ça a été un peu dur d'enlever des livres pour mettre des disques, c'était pas forcément super bien vécu par tout le monde. Voilà, surtout qu'il a fallu aller quand même très très vite et les collègues ont été super efficaces. Et donc finalement, grâce à ça, on a pu réaménager l'intégralité de la réserve et créer une vraie réserve musique avec un petit peu d'accroissement d'ailleurs aussi qui a permis de garder un maximum de disques. Donc je vous ai mis sur l'autre slide, si tu veux bien la mettre, les quelques... alors, bon, tout ça, ça on ne l'avait pas forcément à l'époque, hein. Là, je vous ai repris le document de Paul Doc du service musique que j'ai un peu remanié pour que ça rentre dans la slide. Mais voilà, là, vous avez en gros ce qu'on a décidé vraiment de prioriser. Donc, tous ces types de documents-là, s'ils sortent des plateaux pour une activité, ils vont systématiquement dans la réserve. Et une fois qu'ils sont en réserve, même s'ils ont dépassé le délai d'inactivité qu'on s'est fixé pour la réserve musique, qui est de 6 ans,
A priori, on va les conserver. Alors, je dis a priori parce que maintenant, on arrive justement à l'époque où une grande partie de ces documents qu'on a mis en réserve commencent à être candidats au désherbage. Il faut qu'on se réinterroge vraiment sur ce qu'on va garder dans cette réserve et pourquoi on va le garder, ce qu'on va en faire sur le reste du réseau. Voilà, mais là, vous avez une typologie de documents qu'on a décidé de garder, donc c'est rien d'extraordinaire. C'est tout ce dont parlait Christophe aussi tout à l'heure. Tout ce qui est disque classique, essentiel, parce que bon, ça on sait qu'on fera du réassort, on a tout un tas de disques, donc on va nous demander jusqu'à la fin des temps, quoi, très certainement, hein, je pense que... Donc voilà, tout ça on a gardé, on va peut-être aussi pouvoir les réutiliser sur le reste du réseau, on en parlera tout à l'heure. Les artistes et les labels locaux, alors on a notamment une bibliothèque par exemple qui avait fait, en se basant sur le site Gironde Music Box qui référence les artistes locaux, qui avait fait toute une démarche de contacter directement tous ces artistes-là, de leur demander des disques ou de les acheter ou autre. Voilà, donc on a quand même pas mal aussi de fonds locaux, d'autoproduits qu'il faudrait garder. Les éditions augmentées, les coffrets dont tu parlais aussi tout à l'heure. Les documents épuisés, parce que comme il fallait aller très très vite, on n'avait pas forcément le temps non plus d'analyser tous les documents qu'on désherbait. Voilà. Donc pour être sûr que rien ne parte au pilon, alors que ça pouvait être des documents rares ou épuisés, on s'est donné la possibilité de les mettre en réserve. Voilà, et maintenant il faut reposer tout ce travail-là et s'interroger sur ce qu'on va vraiment garder et comment on va l'exploiter sur le reste du réseau. Ce qu'on commence à peine à faire, puisqu'en fin de compte, la politique documentaire pour la musique, on commence à s'y intéresser là depuis juste début 2025, on a fait notre première réunion le mois dernier. Voilà. Alors je reprends la parole. Déjà, je dois vous dire quelque chose, c'est que j'ai eu un petit problème de temps. Voilà. Parce que je me fiais à ce qu'il y avait écrit sur mon réveil et il reste pour moi une demi-heure, ce qui n'est pas le cas apparemment. Donc en fait, malheureusement, je suis vraiment désolée auprès des intervenants parce qu'on avait prévu une troisième partie avec toutes les orientations futures, avec quand même des choses positives aussi à dire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions sur les 5 minutes qui nous restent pour Laurent, sur son intervention, et éventuellement d'autres questions sur d'autres sujets, et ne pas hésiter à venir nous solliciter pour savoir qu'est-ce qu'on aurait pu dire dans cette dernière partie. Voilà, je suis vraiment désolée pour ça. Moi, je peux faire vraiment quelques mots très rapides sur les perspectives qui s'offrent à nous. Ouais. Vraiment, voilà. Donc, une réflexion, une instruction en cours avec Sony Music pour mettre en place là aussi un flux automatisé. On procédera en 2 temps, comme avec Universal. D'abord le répertoire local, puis le répertoire international. Suivra Warner. Donc ça, ce sont contractuellement ce qui est engagé. Marie Delobie en parlait ce matin, c'est aussi le décret d'application de la loi d'Arcos qui est en cours de rédaction. Donc qui va asseoir légalement le dépôt légal dématérialisé. Donc ça, c'est l'actualité vraiment 2025, puisqu'il devrait être en œuvre pour 2026, donc c'est demain. Et puis l'instruction en cours sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, sur le dépôt légal à l'unité, le dépôt légal dématérialisé à l'unité. Et là, les perspectives qui sont aussi pour nous en termes de valorisation de ce fonds, parce que les chiffres que nous manipulons sont tout à fait faramineux. Comment donner accès à cette collection, comment lui donner une visibilité, comment la valoriser, ça va faire partie des réflexions que nous allons avoir à mener pour trouver des axes de valorisation thématiques, par genre, par artiste, par époque, sur l'actualité. Enfin, il y a vraiment des réflexions très actives à avoir et à construire pour donner des portes d'entrée à ce fonds qui promet d'être immense dans les prochaines années. Donc, au risque de s'y perdre, voilà, de donner des points d'entrée. Voilà, très rapidement, pour résumer les perspectives. Merci Pierre. J'avais une question du coup, j'ai encore le micro. Une question à l'attention de Laurent Cousy.
Je voulais savoir, alors je ne suis pas du tout issue du monde du livre, en tout cas des bibliothécaires, mais plutôt celui de la presse. Et je voulais savoir quelle était votre politique documentaire, ou du moins les relations que vous entretenez avec la presse, qui, par exemple, pourrait contribuer à la valorisation de votre fonds documentaire. Alors, aucune relation, la réponse est simple, mais effectivement, vous avez raison, c'est très certainement une piste à approfondir. Non, on n'a pas vraiment de couverture. Alors bon, enfin, notre couverture presse, finalement, je réalise en vous écoutant que ça tient essentiellement à toutes les actions qu'on fait de médiation, d'actions culturelles et autres, mais très peu aux collections. Donc peut-être qu'effectivement, on pourrait... Est-ce que vos collections incluent des abonnements à certains titres, par exemple ? Oui, alors c'est un petit peu... chez nous, tout ça est centralisé dans un centre qui s'appelle Actualité Auto-Formation, qui a tous les abonnements et toute la presse. Et c'est géré par une cellule spécifique, qui est la cellule périodique. Donc là, je vous avoue que je ne serai pas en mesure de vous donner plus d'informations que ça. Mais oui, on a de nombreux abonnements, notamment sur la musique. Ouais. Merci. Et du coup, Laurent, tu vas enchaîner sur les perspectives pour les... Non. Oui, très vite. Alors, un des gros enjeux maintenant, ça va être de faire vivre ces collections, notamment dans les bibliothèques de quartier. Donc, on envisage... Alors, tout d'abord, on va travailler sur une typologie de documents assez fine, de manière à avoir une politique d'exemplaires sur le réseau qui puisse coller au maximum aux besoins de chaque bibliothèque. Parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte... les situations, les demandes du public, les usages sont très différents d'une bibliothèque du réseau à l'autre. Or, on est dans une démarche où on a désherbé massivement, où on a très peu de budget et une injonction quand même à acheter des nouveautés de plus en plus, ce qui aurait plutôt tendance à, en fin de compte, nous faire acheter la même chose dans toutes les bibliothèques. Donc c'est ce qu'il faut absolument qu'on évite. De notre côté, on envisage aussi d'utiliser justement les collections de cette réserve centrale de manière à donner un peu plus de personnalité et un peu plus de documents originaux, disons, aux documents des bibliothèques de quartier. Voilà, donc sur certains plans particuliers, alors, la scène locale, donc utiliser nos documents du fonds local pour... au gré des animations, parce qu'on fait quand même pas mal de scènes ouvertes, de scènes amateurs, on fait des concerts aussi, enfin, voilà, on a une grosse activité quand même de médiation. Donc à cette occasion-là, de pouvoir faire des dépôts de disques dans chaque bibliothèque. Idem pour ce qui est des fonds, puisqu'on se rend compte qu'on a de la demande de fonds quand même dans les bibliothèques de quartier, on nous demande toujours des disques classiques. Et qui sont plus représentés. Donc utiliser aussi ces doubles, ces triples qu'on peut avoir en réserve pour faire vivre ces fonds-là et ceux des bibliothèques de quartier. Et puis aussi sur justement tous ces documents plus originaux qui vont aider à dépayser l'usager, à donner une couleur à la collection, de manière à pouvoir les exploiter au maximum sur tout le réseau. Voilà. Après, il y a des questions aussi sur la médiation et sur les rapports avec le numérique qu'on aurait pu aborder, mais bon, on verra peut-être plus tard. Et voilà, et puis moi je me pose beaucoup de questions sur la coopération de manière générale. Nous on est déjà un réseau, mais je pense que même en tant que quand même un gros réseau, on aurait intérêt à travailler à une échelle encore supérieure à celle de la ville et aller voir un petit peu autour ce qui se fait et comment on peut s'organiser localement et régionalement. Voilà. Merci Laurent. Et Christophe, un dernier mot pour conclure. Très rapidement, pour nous, c'est des questions qui se positionnent au niveau qui se posent au niveau du réseau, c'est-à-dire comment élargir l'offre aussi, parce qu'il y a des documents qu'on n'a pas, qu'on ne touche pas avec le numérique. Il y a des genres musicaux qui ont besoin d'être représentés. Donc comment susciter la curiosité des emprunteurs à sortir de leur zone de confort aussi. C'est une éternelle question, mais je pense qu'elle est plus que jamais nécessaire. Pour nous, en tant que réseau, on en parlait dans le groupe de travail l'autre jour, justement, c'est assurer un maillage. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut qu'on opère des regroupements ? Est-ce que les spécialisations, c'est bien, mais ça peut être que partiel pour maintenir une offre généraliste aussi, mais c'est important aussi. En fait, l'idée, c'est d'avoir une profondeur des collections à l'échelle du réseau, quoi. Voilà. Et puis, il est impératif de s'assurer de la survie des documents, quoi qu'il arrive. Tout ce qui est fonds de catalogue aussi. Voilà. Vraiment rapidement. Merci beaucoup.